Alors, merci d'être là, parce que je crois que j'avais le titre le plus pompeux de toutes les presse, retour d'expérience d'implémentation Argo Rollout dans Amadeus. Alors on va essayer d'être un petit peu plus fun aujourd'hui, mais on va quand même parler rollout. On va parler Canary et on va parler Blue Green, ça va être sympa. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle James Sirby, je fais la presse en français. Alors, je suis né il y a un bout de temps déjà, je suis plus tout jeune. C'était avant que la première distrib de Linux elle soit sortie. Voilà. Alors, heureusement, j'adore la voile, ce qui m'a permis quand même d'avoir une vie sociale. C'est pas mal. J'ai été embauché à Amadeus il y a un bout de temps déjà, donc c'était en 2003. Donc c'était à l'époque du mainframe. On est sorti depuis, mais donc ouais, il y en avait un à l'époque. Et plus récemment, j'ai été nommé responsable produit d'une des grosses migrations, d'une première migration private cloud à Erding. Donc c'était le projet Praxis. Il y a certains dans la salle qui ont travaillé avec moi. Et c'est là que je suis devenu un grand fan des produits Red Hat. C'est pour ça que j'ai le petit chapeau, ici. Et aujourd'hui, devant vous, là, j'agis en tant que lead principal engineer, mais surtout operational champion. Donc, vous allez voir les topics de stabilité. C'est quelque chose qui sont très importants pour moi. Donc et d'ailleurs, ça tombe bien, puisqu'on va parler Argo Rollout, qui est une des solutions pour permettre de faire des déploiements plus rapides, plus efficaces, avec moins d'impact, etc., etc. Donc ça explique, ça explique un petit peu le thème. Et vous vous demandez peut-être un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé aujourd'hui. Alors il y en a qui ont vu les Réarchal, qui m'ont donné quelques conseils. Mais en pratique, aujourd'hui, donc on va parler Argo Rollout. Je parlerai un petit peu d'Argo CD quand même, parce que c'est un petit peu la même communauté. Et puis on va parler d'autre chose. On va parler aussi surtout de détection de comportements déviants au niveau des applications. Donc il y aura Prometheus, il y aura un petit peu d'Istio au niveau du routing, et puis il y aura quelques histoires, et puis il y aura quelques pièges à éviter. Et il y aura un petit peu de mathématiques. Il faut fermer la porte là, partez pas. Non, ça devrait bien se passer. Alors, quand j'ai fait le Réarchal la semaine dernière, on m'a donné 2 conseils. On m'a dit sois clair, évite de parler de mathématiques. Bon, ça, je n'ai pas respecté, vous verrez après. Et achetez le public. Alors, il y a un petit jeu, vous verrez dans la presse, il y a plein de petits canaris. Il y a un canari qui apparaît 2 fois. Et celui qui trouve le canari qui apparaît juste 2 fois, alors attention, il y a un piège, il y a des canaris qui apparaissent plus que 2 fois. Mais il y en a un en particulier, il apparaît 2 fois, et celui qui, du coup, trouve le canari à la fin, on peut faire un petit jeu. Donc il gagnera une... Alors, on m'a laissé des goodies, donc ça c'est une gourde Red Hat qu'on m'a laissé. Et puis, alors, derrière chacun des grands hommes ou femmes qui sont dans la salle, en fait, il y a des partenaires à la maison qui attendent, qui se disent il n'a rien foutu aujourd'hui, il était ravi à Dev, tout ça. Et je vous propose de repartir avec une orchidée. Alors, je l'ai sélectionné exprès pour vous, parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la table. Parce que les autres, c'est dans le jardin, mais celle-là, ça vous permet de... Voilà. Donc, ce sera pour le vainqueur. Et puis, comme ça, si jamais la presse vous ennuie, vous pouvez quand même regarder les canaris, c'est sympa. Alors, non, ça débute à partir de ce slide. Après, voilà. Les canaris d'avant font forcément pas partie de la sélection. Alors, on m'a aussi dit, sois clair. Alors, parmi vous, vous savez tout ce que c'est un canari. Ouais. Alors, je vais expliquer. Alors, il y a une petite histoire. Le canari, c'est à l'époque où il y avait les mines à charbon. Et donc, on avait des mineurs qui descendaient au fond des mines. Et au fond des mines, il y a du gaz qui se dégage. C'est le grisou qui explose parfois. Donc, on descendait, on prenait un petit canari dans une cage. On le regardait, donc on poussait la petite brouette. Là, et à un moment donné, le canari mourait. Et quand le canari meurt, ça veut dire qu'il y a du gaz. Et donc, on est le prochain sur la liste. Voilà. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait doucement en arrière, comme ça, avec la charrette. Voilà, et on appelle ça un rollback. C'est pour éviter de mourir. Alors, le fallback, c'est différent. Le fallback, c'est quand le gaz explose. Donc, on tombe en arrière, fallback, mais on survit. Malheureusement, quand il y a un fallback, d'habitude, il y a des impacts au niveau client. Et on a une chance sur 2 de se faire achever par le client quand on remonte à la surface. C'est pour ça qu'on va préférer le rollback. Donc le rollback, c'est bien, le fallback, c'est pas terrible. Alors j'ai des gens qui travaillent avec moi dans la salle qui acquiescent. Oui, Pascal, très bien. Alors, je parle un tout petit peu d'Amadeus. Donc on s'occupe du business pour en fait, faire voyager des gens. C'est-à-dire que les gens voyagent et nous, principalement, on reste dans les bureaux. Alors, on est assez nombreux à faire ça, donc on est plus de 20 000 à travers le monde. Et le business, il est quand même un petit peu sensible, c'est-à-dire il y a beaucoup de clients. Quand je vous dis on se fait acheter par les clients, la stabilité, c'est vraiment très important.
Donc il y a plus de 400 compagnies aériennes qui utilisent nos services pour faire donc, le système de réservation à tous les niveaux. Hein. On travaille aussi avec des agences de voyage. On va gérer l'IT dans certains aéroports. Donc au moindre problème, ça peut être assez sensible. Vous avez déjà fait la queue à l'aéroport en cas de problème. Les gens qui... il y a un problème avec les billets, vous devez faire la queue, vous ne pouvez pas prendre le vol, les vacances sont annulées, vous ne pouvez pas partir à votre famille. Non, ça ne vous est jamais arrivé. Voilà. Dans ce cas, vous pouvez recycler l'orchidée si ça vous arrive demain, en revenant à la maison pour votre compagne ou votre compagnon. Donc, la stabilité, c'est important. Et globalement, en fait, on fait voyager 2 milliards de personnes par an, donc ça, c'est les chiffres de 2024. Alors, je reviens un petit peu plus sur la stack technique qu'on utilise. Alors, j'ai eu la chance de présenter avec le monsieur qui m'a pris en photo tout à l'heure, qui s'appelle Fabrice Pipard, un talk sur les déploiements modèle GitOps l'année dernière. Donc, on travaille avec Argo CD. On a 500 instances. Alors oui, hein, c'est toutes phases confondues parce que j'ai voulu monter les chiffres. Donc, j'ai pris test, dev, j'ai tout pris. 500 instances, 800 applications. Donc, c'est quand même, voilà, on a beaucoup de microservices. Et si je me suis amusé à compter le nombre de déploiements qu'on avait aujourd'hui, donc pareil, hein, toutes phases confondues, il y en a à peu près un quart en production, hein, si vous voulez un ratio. C'est 40 000 déploiements. Alors, je vous laisse imaginer le nombre de déploiements que ça fait par jour. Et donc, on est très, très intéressé à faire des déploiements, oui, de plus en plus fréquents, de plus en plus souvent, avec des choses minimales en production, mais en même temps, il faut faire super attention. Et donc, on va parler de sécuriser tout ça. Et donc, on parle de Canary. Voilà, et c'est pas évident. Alors pour le moment, le Canary est un peu effrayant. On va voir un petit peu ce que ça donne à la suite de la présentation. Alors, j'agis toujours en tant qu'opérateur. Donc, je vous rappelle un petit peu les piliers, hein, ce qu'on essaie de protéger, ce qu'on essaie d'avoir en fait quand on a des systèmes qui sont un petit peu critiques. Alors, tout d'abord, il nous faut être stable, résilient, stable. Après, il nous faut être quand même performant. Il faut que nos applications elles tournent, qu'on ait des temps de réponse pas mal. On doit s'assurer que les changements qu'on introduit soient contrôlés. Ça parle à tout le monde. Okay. On doit s'assurer qu'on ait une maturité opérationnelle. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est la capacité qu'on a à vérifier que notre application fonctionne bien. C'est d'ailleurs un prérequis à une bonne intégration Argo Rollout. On doit s'assurer d'être efficace, d'éviter de perdre nos journées à faire des choses manuellement. Donc on essaye d'automatiser, notamment la CI. Hein. Et bien sûr, on doit être très efficace quand il y a les incidents qui arrivent en prod. Alors, au milieu de tout ça, je vous présente un petit cœur aujourd'hui, c'est le Canary au centre. En fait, on a le rollout. Et je vais commencer par parler, enfin, après cette longue introduction d'Argo Rollout. Alors, ce qu'on va essayer d'obtenir en tant que valeur, c'est ce que j'ai dit juste avant. On va essayer de minimiser les risques dans le déploiement. Je vous rappelle la petite brouette en arrière. De s'assurer que le rollback soit automatique. Et surtout, quelque chose qui est fondamental pour moi, qui est une des grosses valeurs, hein, je le redirai en conclusion, c'est que Argo Rollout, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur, c'est un framework qui permet de standardiser un petit peu ce qu'on appelle l'application checkout. Donc ça va être une façon de décrire les tests de sanité qu'on souhaite tourner sur notre application. Donc là, c'est pendant un rollout, mais de manière à contrôler qu'elle se comporte bien. Et on verra d'ailleurs que peut-être on peut en profiter pour faire tourner ce genre de test aussi à l'extérieur des rollouts. Très bien. Alors c'est parti. Donc Argo CD, Argo Rollout. Alors il y a Argo dans les deux, et effectivement c'est la même communauté. Je commence par faire une petite distinction pour éviter toute confusion. Alors on ne va pas parler trop Argo CD aujourd'hui, mais j'en parle un petit peu tout de suite. Argo CD, c'est un outil qui permet de déployer les applications. Donc on l'utilise pour déployer sur des clusters. C'est basé sur un modèle GitOps, et en pratique, certains d'entre vous l'utilisent peut-être. On définit une source de vérité sur nos objets, hein, sous la forme de Helm chart ou même des objets à plat dans un repository Git. Et on a du coup un copain qui s'appelle Argo CD qui va venir lire ça et va venir le déployer correctement là où ça va bien. Donc grâce à ça, on déploie les config maps, les déploiements, vos applications. Alors, à côté, on a Argo Rollout. Alors, Argo Rollout, ce n'est pas Argo CD, hein, c'est un produit à côté, fait par la même communauté par contre. Et là, c'est un outil qui va vous permettre d'aller bien plus loin que ce que vous propose Kubernetes de base. Vous savez, vous pouvez faire des stratégies de déploiement dans Kubernetes. Donc là, on va pouvoir aller bien plus loin. On va voir un petit peu, c'est l'objet du talk, hein, je vais juste continuer. Donc l'idée, ça va être de pouvoir faire un déploiement progressif tout en faisant un certain nombre de tests, ce que j'ai appelé jusqu'à présent l'application checkout. Alors, qu'est-ce que c'est un rollout? En fait, c'est un objet qu'on déploie.
c'est un exemple YAML, il est très limité celui-là, hein, c'est exprès, c'est le premier. Alors c'est un objet, il a une en-tête classique, on a quelques champs opérationnels. Alors moi j'aime bien le progress deadline. Ça. Alors qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas ce qui se passe? Ça c'est une grosse question qu'on peut se poser quand on fait des opérations. Alors c'est important de définir des timeouts de partout. En l'occurrence ici, s'il n'y a pas de progrès pendant 1500 secondes, à un moment donné le rollback sera automatique, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc quelques champs opérationnels, et on va avoir deux sections qui vont être importantes. Donc si vous souhaitez jouer avec, hein, il y a un sélecteur qui va permettre de dire au rollout quel pod en fait il doit contrôler. Et vous allez voir qu'il va venir prendre le contrôle de votre déploiement. On a une section stratégie, c'est là où on va venir définir un petit peu la stratégie de déploiement. Alors ici je la lis très rapidement, mais on va juste avoir un trafic qu'on va passer à 20% sur la nouvelle version. On va faire une petite pause, 50%, une pause automatique de 30%, qui celle-ci passera toute seule. Et enfin on passe à 100%. Et dernière section assez importante, c'est un workload ref. Alors c'est là où on va venir référencer le déploiement. Parce que vous allez voir, hein, quand vous faites une release, ça change le déploiement, et Argo Rollout va venir le détecter automatiquement, et va venir le déployer. Alors je vous ai préparé une petite animation, et l'objectif, ça va être de dire, ok, j'ai une application toute simple, 3 pods, j'installe Rollout, et je fais une release, comment ça se passe? Alors, je la passe rapidement. Hein. Donc j'ai une application toute bête, donc c'est un petit serveur, on va dire un serveur Nginx avec une petite web app, peu importe. Ça peut être une grosse application. Lorsqu'on va déployer le rollout, la section sélecteur va venir indiquer au rollout quel pod en fait il va venir prendre. Alors je dis vraiment prendre, hein, parce que le rollout il va venir dupliquer les pods sous lui, donc il va venir owner des pods, donc il va les booter, donc c'est les mêmes pods que ceux qui sont actuellement sous le déploiement, ils font la même chose, c'est la même définition. Et une fois qu'il a pris les pods, en fait il les enlève du déploiement. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que si bêtement, juste après avoir installé un rollout, vous vous amusez à faire un mdeploy de votre déploiement, vous verrez pendant quelques secondes, en fait, vous allez indiquer à Kubernetes, je veux récupérer mes pods ici. Hein, et donc ils vont booter, et le rollout, en fait, il va venir les arrêter directement. Il peut y avoir quelques surprises, j'en parle à la fin, dans ma petite conclusion, quand je vais relister tous les conseils. On va éviter de faire des conflits. Donc un premier petit conseil, quand on installe un rollout, on va faire attention à ignorer proprement notamment les champs réplicas avec Argo CD. Donc ça c'est une recommandation de base quand on utilise Argo CD. Et ou carrément passer le nombre de réplicas à 0, parce qu'en fait ce ne va plus être votre déploiement qui va contrôler le nombre de réplicas, ça va bien être votre rollout. Et d'ailleurs si vous voulez intégrer avec des autoscalers, etc., vous verrez, vous allez faire pointer l'autoscaler sur votre rollout et non plus sur votre déploiement. On continue, donc là j'ai mis la petite étoile. Un petit peu trop tôt, mais j'ai mis, on va faire un déploiement. Donc on va passer de la version 1 à la version 2. Alors j'ai gardé les couleurs blue-green. Quand on fait du Canary, très souvent on dit on passe de blue à green. Ça évite de dire on passe de la V1 à la V2. Moi j'ai utilisé les deux. J'ai dit V1, V2, blue, green. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On passe à la V2. Alors, Argo Rollout s'en rend compte parce que justement on a le petit workload ref dans lequel on a référencé le déploiement. Et puis là, on va appliquer la stratégie, donc ça va assez vite. On va passer à 20% de pod. Alors là, j'ai dit quelque chose d'important, on passe à 20%, mais vous allez voir, en fait, on ne va pas vraiment avoir tout à fait 20% du trafic. En l'occurrence, si je m'amuse à compter, j'ai 4 pods maintenant, et j'en ai un qui est vert, ce qui veut dire que j'ai 25%. Ça va être lié au fait que ce que je demande là au rollout, c'est vraiment de passer à un minimum de 20%, mais réellement, je vais avoir 25% de mon trafic. Pourquoi? Parce que pour le moment, je n'ai pas d'ingress controller, j'ai juste le load balancing classique de Kubernetes. Et malheureusement, mon niveau de granularité, ce n'est pas le pourcentage ici, c'est le nombre de pods. On fait une pause. Alors, vous avez vu, dans cette pause-là, je n'avais pas mis une durée limite. Et effectivement, là, il va y avoir une personne, peut-être dans l'équipe de Pascal, qui est là, par exemple, qui va venir regarder, contrôler l'application, et qui va donner un go manuel. Alors oui, on peut garder du manuel à l'intérieur d'un rollout. Là, c'est un exemple très simple, on ne va pas garder celui-là tout le long, ne vous inquiétez pas. Et une fois qu'on est content, on va passer à l'étape suivante. Donc on va faire une promotion. Ce qu'on appelle une promotion, ça permet de passer à l'étape suivante. Hein, c'est une série d'étapes. On va passer à 50%. Alors là, du coup, je suis content parce que ça va être un vrai 50%. Je vais avoir 2 et 2. J'ai une pause de 30 secondes. Celle-ci, je n'aurai pas besoin d'agir dessus. Elle va s'arrêter toute seule. Et enfin, je finis à 100%. Voilà. Donc j'ai fait une installation et on a fait une première petite animation. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent « Ah, la démo, alors, comme j'étais sur scène et comme j'ai eu des mauvaises expériences avec les démos, en fait, je vous ai fait une vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne réellement. Alors c'est parti.
On part de rien. Alors j'ai un rollout manager qui est installé quand même. Donc l'étape 1, je déploie mon application. Il n'y a pas de rollout, hein. C'est l'application toute bête. Bon, c'est celle-ci. C'est un petit NGINX là, avec une application bleue. Et je vais installer mon rollout, qui est mon étape 2. Donc lorsque j'installe le rollout, on s'aperçoit que du coup j'ai un réplica set qui apparaît, qui s'appelle rollout, et qui va venir piquer les pods. Hop, oui, le déploiement est passé à 0 pod, je ne sais pas si vous avez vu ici. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré avant. On en profite pour montrer un petit peu la UI qu'on peut voir avec Argo Rollout, qui est celle-ci. Donc on peut contrôler les steps, on voit le nombre de pods, tout va bien. Et ben, on va passer à la dernière étape qui est de refaire un déploiement par-dessus. Donc c'est là que je passe à la version 2. Donc quand je passe à la version 2, effectivement, on voit ça commence à clignoter un petit peu à l'intérieur de la UI. Et on va avoir la stratégie qu'on va pouvoir suivre. Si je m'amuse à regarder mon application, de temps en temps, là je suis à 25%. Elle va passer vert, bleu, vert, bleu. Alors exactement à 25% si on s'amuse à les compter. Et là, je vais promouvoir, je vous ai dit, action manuelle, on en a parlé juste avant. On passe à 50% du trafic. Petite pause de 30 secondes que j'ai légèrement accélérée au niveau de la vidéo. Alors si je suis pressé, je peux faire un promote full. Le promote full, c'est lorsqu'on est vraiment très pressé de déployer, on n'a pas envie d'attendre toute la durée du rollout, on peut aller un peu plus vite. Et bon, une fois que c'est bon, on arrive à 100%. Le petit canari est content. Et si je regarde mon application, je m'aperçois que en fait, on est tout vert. Donc je suis passé à ma version 2. Voilà. Alors c'est une petite intro, mais au moins vous l'avez vu tourner pour ceux qui ne connaissaient pas Argo Rollout. Vous avez eu le concept, un petit peu la définition, les fichiers YAML et la petite vidéo qui avait pour but de vous montrer un petit peu pratiquement ce que ça donne au niveau de la UI. Alors, bon, on n'est pas là pour ça. On va aller un petit peu plus loin. Et on va parler maintenant des capacités que nous offre Argo Rollout. Parce que jusqu'à présent, là, c'était très simple. Et je vous ai parlé en introduction de la capacité de pouvoir monitorer et analyser l'application au moment où elle se déploie. Alors comment ça se passe? Ça va se passer avec des analysis templates. Alors des analysis templates, ça va être un objet qu'on va, comme le rollout, donc ça va être un YAML. Et dans cet objet, on va venir glisser la stratégie de test qui va nous permettre de valider l'application en version green ou en version 2, comme vous préférez. Et on va voir, on va pouvoir utiliser des features un petit peu advanced, donc notamment les experiments, que je vais vous présenter juste après. Donc là, j'ai un slide spécial, donc je reviendrai dessus. Et aussi, on va pouvoir lancer des jobs. Donc si vous avez le besoin, par exemple, vous avez une application qui est une application administrative, dans laquelle vous n'avez pas vraiment de trafic de production. Vous savez, vous déployez votre module d'application. Ces applications, ça peut avoir le coup de vouloir injecter des tests pour vérifier que tous les scénarios de base ils fonctionnent bien. Certains d'entre vous peuvent avoir des QA externes, ou on peut avoir des scripts d'injection. Vous pouvez aussi les glisser ici à l'intérieur de votre rollout pour pouvoir injecter vos tests de qualification. Je sais, on ne teste pas en prod, mais de temps en temps, la config de prod, ce n'est pas tout à fait la même que test system, et c'est toujours bien en fait d'avoir une validation. Donc ça permet de faire des choses un petit peu custom. Donc, je reviens sur juste l'analysis. L'analysis template, c'est juste un objet. Donc là, vous avez toujours le rollout, hein. C'est le rollout qu'on a avant, l'analyse est là. Donc on va juste référencer à l'intérieur d'un des steps une analyse. Qu'est-ce que je veux que le système regarde? Et je vais pouvoir à l'intérieur mettre certains types de contrôles. Alors, quel type de contrôle on va pouvoir mettre? On va pouvoir mettre des contrôles sur des métriques. Donc c'est là où on va interagir avec Prometheus. On va pouvoir faire des webhooks. Si j'ai besoin de démarrer un petit process à côté, ça va être possible aussi. Et puis j'en ai parlé juste avant, on va pouvoir aussi lancer des choses un peu plus péchues comme des jobs. Alors, je vous ai fait les 3 exemples. Ça reste assez simple quand même. Donc voilà un exemple avec donc c'est le plus classique. Ici, c'est un exemple où je vais vouloir vérifier que mon application elle continue à avoir un taux de succès supérieur à 95%. Alors comment on fait? En fait, on va venir définir une petite analyse dans laquelle je définis un petit header, donc je lui donne un nom. Ici, je vais avoir 3 fois des tests espacés de 30 secondes, donc ça va durer 90 secondes. Et j'ai une success condition qui est basée sur une analyse de métriques. On voit le petit PromQL tout en bas. Et là, je vais juste diviser mon taux de succès, donc les erreurs HTTP, les return code HTTP 200 sur le trafic total. Voilà. C'est assez simple à mettre en place. La difficulté, on la verra après, ça va être d'écrire proprement le PromQL qui est en dessous. Où là, il y a un peu de challenge quand même. Parce que là, c'est simple, mais ça peut devenir un peu plus compliqué. Alors, très rapidement, les webhooks. Alors, les webhooks, c'est encore plus simple. On va juste définir un webhook. Certains les font dans Jenkins, ben voilà, on peut les mettre dans les rollouts. Donc, on va juste mettre une petite URL.
On peut faire une petite analyse JSON. Par exemple, si le service renvoie OK, eh ben, ou passe, en l'occurrence, j'aurai mon test qui va bien. Derrière, je peux faire des choses compliquées. Hein. Là, je lance un service tiers. Et enfin, on peut lancer un job. Là aussi, au niveau déclaratif, ça reste assez simple. Donc c'est fait pareil dans la section en bas. Ici, on va lancer une petite image Docker qui va faire exactement ce qu'on désire et dont le success en fait sera retourné. Et là, je peux faire des choses encore plus compliquées. Alors ça ressemble un peu au webhook, mais là c'est le process qui va démarrer tout seul. Donc je peux packager ce que je veux dans mon test unitaire, je peux injecter du trafic, je peux aller vérifier mes bases de données, je peux faire beaucoup de choses. Alors, je quitte le monde de l'analyse. Ouais. Ah ben, ça c'est génial. Alors on n'a pas préparé, je vais parler experiment, justement, je vais donner une réponse. Et alors je vais reprendre ta phrase, elle est géniale ta phrase. On n'a pas de garantie qu'on va taper le nouveau pod. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce que je vous ai présenté avant, en fait on va avoir des pods qui vont être spawnés, on les a vus avant, mais réellement j'ai un load balancer et je vais avoir des difficultés lorsque je vais vouloir faire ma comparaison. Est-ce que je peux comparer facilement ma version blue avec ma version green? Et effectivement, alors on peut faire des choses compliquées dans les jobs quand même, hein, et dans les webhooks. Donc on peut avoir du traitement un peu particulier, on peut vérifier avec quelle version il est lancé, aller détecter. Ça peut être un peu compliqué. On peut faire plus simple avec des experiments. Alors, les experiments, ça va nous permettre de plus facilement venir lancer notre version V2 okay, avec un nouveau nom. Donc au niveau des métriques labels, en fait, on va pouvoir les sélectionner très rapidement dans notre PromQL. Et ça va nous permettre vraiment de faire des ratios, donc faire de la comparaison 1 pour 1 entre la version blue et la version green. Et c'est ça que nous, on apprécie particulièrement, pour plusieurs raisons. Alors, j'ai dit exact same condition, same time, je vais être un petit peu plus précis. On va parler dépendance. Je vous ai dit, vous avez vu le slide, hein, 40 000 déploiements. Donc autant vous dire qu'au niveau microservices, ça ressemble à un gros plat de spaghettis qui collent un peu les uns avec les autres. Et le problème avec les spaghettis, c'est que quand on va faire un load, et vu le nombre en fait, de microservices qu'on a, on peut tout à fait avoir une de nos dépendances qui se met à mal fonctionner pendant qu'on fait le déploiement. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des faux positifs au niveau des rollbacks. Alors, donc ici, typiquement, j'ai ma version blue, ma version green qui tournent en même temps. Donc ça, c'est grâce à l'experiment. Et malheureusement, j'ai un nœud ou un bout du network, un backend, une DB, qui du coup est en dépendance, qui se met à planter. Et ça va me faire un effet de bord, mais à la fois sur ma version blue et ma version green. Alors, l'exemple le plus parlant, ça va être un problème de performance. Par exemple, j'ai une des dépendances qui se met à répondre un petit peu lentement, et donc j'ai une dégradation de performance en même temps sur blue et green. Grâce aux experiments, c'est quelque chose qu'on va pouvoir éventuellement décider. Alors là, il y a une décision, hein, il faut la prendre avec vos opérateurs, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, je dis juste que c'est une possibilité. Vous allez pouvoir décider si vous souhaitez continuer ou pas. Si vous avez deux versions qui se comportent de la même manière, ça veut dire que vous avez quand même une grande chance que vous n'introduisez pas de dégradation. Et si dans votre système, vous apercevez que très souvent, ce sont vos dépendances qui font planter en fait, vos rollouts, vous pouvez penser, enfin, vous rappelez cette présentation et vous dites, tiens, les expériments sont une façon en fait, de résoudre ce problème et d'éviter certains faux positifs aussi. Donc je parlais mêmes conditions, le pod blue et green sont démarrés exactement au même moment. Et on sait aussi qu'on peut avoir des problèmes de warm-up. Si j'ai une application qui est là depuis 1 heure, potentiellement elle aura un cache mémoire plus performant, elle peut avoir des comportements un petit peu enfin, meilleurs ou moins bien. Donc là, même condition, on est certain de pouvoir comparer du one par one. Donc voilà, il faut y penser, c'est quelque chose d'assez puissant que nous, on aime bien utiliser. Alors, comment ça se passe au niveau des expériments? Alors là, j'ai glissé l'expériment directement à l'intérieur du rollout. On peut le mettre à côté aussi. Mais bon. Après, je pourrais faire un hands-on, hein, donc là, on reste assez rapide quand même. Hein. On va juste définir, vous voyez, il y a deux noms. Je vais les mettre en... Voilà. En fait, grâce à ces noms-là, en fait, ils vont être injectés dans les répliques assets. Et grâce aux répliques assets, si vous avez une propagation des labels, ou vous avez un pod info en fait, au niveau de votre PromQL, vous allez pouvoir faire une petite jointure, ce qui vous permet vraiment de comparer les deux versions. L'astuce, elle est là. C'est qu'en fait, on va avoir des noms qui sont propagés. Canary et baseline, ici. Petite remarque, petit conseil, faites attention. Assurez-vous quand même d'avoir le même nombre de réplicas. Si vous vous amusez à comparer, ne comparez pas 4 green avec 2 bleus, hein, vous allez avoir le double de trafic sur une des deux versions, vous pouvez avoir des surprises. Donc, même condition, ça veut dire respecter les mêmes conditions ici aussi quand vous définissez vos expériments. Voilà, donc bon, ici on peut associer derrière un expériment des analyses. Alors il y a une petite différence,
Ici, l'analyse qu'on va tourner, elle va tourner en boucle pendant toute la durée de l'expériment. Donc en fait, si vous voulez faire un déploiement qui dure par exemple 1 heure, ou peut-être même 24 heures parce que c'est une grosse release, donc c'est quelque chose qu'il va falloir analyser en détail, vous pouvez mettre une durée au niveau de l'expériment qui dure un peu plus. Le reste du rollout, c'est le même. C'est-à-dire ici, on débute un expériment, et puis après, on va repartir sur un canary classique. Hein. Donc c'est complémentaire avec ce que j'ai dit avant, c'est utilisable, ça peut remplacer, ça peut complémenter. Voilà. Et ça, c'est ce que je disais avant, contrôler. Donc, l'expériment, c'est bien, on aime bien, nous, côté Amadeus. Ça permet de découpler l'analyse des dependency failures, c'est ce que je disais juste avant. Ça évite d'avoir des biais de démarrage. Donc, je parlais des temps des performances, par exemple. Et ça permet vraiment de faire des comparaisons 1 pour 1, c'est-à-dire d'avoir mes ratios qui fonctionnent bien. Et ça, quand je fais du PromQL, c'est quand même très pratique. Alors, voilà pour les capacités. Maintenant, on va parler un petit peu de comment on peut aller un cran plus loin. Je vous avais promis ce matin, j'avais dit qu'on parlerait un petit peu d'Istio, alors on va en parler. Et vous l'avez vu dans l'introduction, je vous ai dit, tiens, c'est marrant, on va faire du canary, mais en fait, on ne contrôle pas les pourcentages. Dans mon exemple, on était passé à 25%, alors que j'avais dit 20% au début. Alors, si vous voulez faire vraiment du canary avec du pourcentage, il va vous falloir un ingress controller. Alors, il y en a pas mal, hein. Le OpenShift Router fonctionne très bien, d'ailleurs ça marche avec Argo Rollout. Alors là, aujourd'hui, je vous présente un peu Istio, comment ça marche, mais voilà, il y a d'autres solutions hein, pour faire ça. Alors, Argo Rollout et Istio vont vous permettre deux choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Un, c'est de pouvoir proprement gérer vos pourcentages de redirection. Pardon. Hop. Et deux, c'est de permettre de faire du targeted routing. Alors, le targeted routing, ça va être intéressant, ça va vous permettre de sélectionner les clients que vous allez impacter. Par exemple, le marché français. On va voir ça après. On va commencer par le routing avec une granularité au niveau des pourcentages. Je ne sais pas si vous connaissez Istio. Quelqu'un? Personne? Voilà, donc là, ça va être un peu péchu, mais je vais vous le résumer rapidement. Donc, Istio est basé sur une technologie qui s'appelle Envoy. Vous voyez le petit side container là, au niveau des applications A, B. C'est lui qui va gérer en fait les collatérales. C'est ce container qui va venir en gros régler quel service il appelle avec quel pourcentage. Le tout va être contrôlé par l'équivalent d'une route OpenShift. Vous connaissez les routes OpenShift? Bon, ici, dans Istio, on appelle ça un virtual service. C'est pareil. Hein. C'est un objet YAML qui en fait va déterminer un petit peu les poids qu'on met au niveau des containers pour les collatérales. Et le tout en fait va être contrôlé par le rollout. Donc comment ça se passe quand je souhaite faire ça? Bon, c'est assez simple. On va juste définir deux services blue et green que je vais faire pointer sur ma main web app. Voilà. Et on va avoir le virtual service qui va juste venir contrôler les pourcentages. Alors je vous ai fait une petite animation. Voilà. Donc le but, ça va être de venir contrôler les envoy containers via le virtual service. Le tout étant contrôlé par le rollout. Alors, je ferai les slides publics. Hein. Ça vous permet d'avoir une petite intro. Mais au final, ça se passe de la manière suivante. Donc là, j'ai toujours mon petit objet rollout, le virtual service en violet, et puis les deux petits services blue et green, qui par défaut pointent vers la même application. Ils vont être gérés dynamiquement par rollout. Donc j'informe mon rollout que j'ai mes deux services, blue et green. Je lui indique qu'en fait j'utilise Istio avec le virtual service, et puis ben, ça roule. C'est-à-dire que le Argo Rollout, il va directement venir patcher le virtual service, et il va venir changer à la volée les poids qui sont là. Sauf que cette fois-ci, c'est des vrais poids au niveau trafic, et donc je vais avoir le contrôle complet sur le pourcentage. Donc là, doucement, on va passer du coup, j'étais à 82, donc voilà. Donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne avec d'autres ingress controllers. D'accord, je vous ai présenté Istio parce que c'est sympa, on l'utilise à Amadeus, mais ça marche avec autre chose aussi. Alors, la deuxième chose que permet Istio, qui est assez sympa aussi, ça va permettre de faire du selective routing. Alors le use case ici, ça va être, lorsque je vais faire un rollout, il y a deux choses, je vais essayer de faire un peu attention. C'est premièrement, je vais éviter de démarrer trop doucement. Si je démarre trop doucement, c'est-à-dire si je démarre à 1%, mais qu'au niveau de ce que j'écris dans les analyses, je suis incapable de détecter quoi que ce soit, ça sert strictement à rien. C'est-à-dire je vais perdre du temps. Et il y a un ou deux clients sur Internet qui vont quand même s'énerver. C'est-à-dire ce sera invisible pour tout le monde, sauf pour deux gars qui ne vont pas pouvoir faire leur réservation. Le mieux, c'est quand même de monter assez vite en pourcentage. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, de venir en plus sélectionner, c'est-à-dire savoir ce que vous allez impacter. Alors ici, on va essayer d'impacter le marché français. Alors comment ça se passe? Il faut quand même un discriminant. Alors,
on peut se baser sur un HTTP header. Donc si vous avez des antibots, je ne sais pas si vous avez des antibots comme Imperva par exemple, il y a des features, on peut leur demander de rajouter des géolocalisations header upfront. Vous pouvez aussi décider de déployer des applications qui sont différentes en fonction des marchés. Donc vous allez avoir les applications qui elles-mêmes mettent les bons headers. Ou alors vous pouvez, si vous faites de l'API et pas juste du web, vous pouvez avoir dans vos chemins API un petit discriminant client que vous pouvez utiliser, ou un cookie, enfin peu importe. Ça marche avec beaucoup de choses. Alors, concrètement, au niveau du YAML, donc là, je suis toujours dans mon rollout. J'ai fait un petit zoom sur la partie stratégie. On va venir s'assurer que j'ai suffisamment de pods. Je reviens juste après sur ça, parce que vous avez vu, c'est un set canary scale et ce n'est pas un set weight. Bon. On va venir injecter une route. Alors, injecter une route, ça veut dire, je demande à Argo Rollout, va faire quelque chose de particulier sur mon virtual service. Donc en fait, il va venir effectivement injecter une partie dans le virtual service. Et cette partie, elle dit quoi? Elle dit juste, si tu as X country code qui débute avec FR, j'ai eu un start with, ouais, préfixe, alors route-moi le trafic. Petit problème, aujourd'hui en l'état, vous allez avoir donc 100% du trafic français qui va être redirigé vers le Canary. Donc là, ce n'est pas du pourcentage driven. Mais Argo Rollout évolue très vite. C'est un outil communautaire. Donc je pense que je n'ai pas vu de pull request récemment, au moins dans les 3 dernières semaines sur cet aspect-là, mais il y a des tickets qui sont ouverts. Et donc si vous voulez participer, faire évoluer ce genre de choses, vous pouvez aussi. En l'occurrence, ça me permet quand même d'aller impacter le marché français, qui était ma première étape. Et c'est pour ça que j'ai mis un set canary scale au début. Ici, je dis juste, voilà, prépare-moi quand même 25% des pods. Parce qu'en fait, on ne contrôle pas vraiment le trafic. Donc en fait, il faut s'assurer que les 100% du trafic français il soit servi quand même par suffisamment de pods. Et puis derrière, je finis avec un canary classique à la fin. Tout est complémentaire. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai dit avant. On a vraiment Argo Rollout qui va venir modifier mon ingress controller pour faire ce genre de choses. Encore une fois, là, c'est avec Istio. Ça marche aussi avec d'autres ingress controllers. Alors, je vous ai préparé une petite animation avec 2 points, juste après le marché français et puis après la pause, quand on va passer au poids de 20 et 100%. Alors, concrètement, juste après la redirection du marché français, qu'est-ce que j'ai? C'est que le trafic qui n'est pas français, donc la première flèche en gros pointillé, je suis toujours 100% sur ma version Blue, la version précédente. Par contre, j'ai bien déjà 100% du trafic sur le marché français au niveau de la version verte. Et au niveau de l'étape 2, cette fois-ci, vu que je suis en train de faire mon weight à 20%, voilà l'état. C'est-à-dire le marché français, il est toujours à 100% sur la partie green. Et là, cette fois-ci, je recommence à faire un rollout progressif avec le reste de mon trafic. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'en connaissant l'impact que vous allez faire, vous allez pouvoir aussi mieux monitorer. Il y a certains use cases, par exemple, du marché français que vous allez pouvoir tester plus en détail. C'est vraiment important. Si vous avez la chance d'être, alors Amadeus on dit piqué, mais c'est pas le. Si vous avez la chance d'avoir des instances isolées par client, donc vous allez faire des déploiements différents, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Parce qu'en fait, vous allez déployer l'instance qui appartient par exemple à un client, un gros client comme Air France. Et vous allez commencer par dire, je vais implémenter le déploiement sur Air France en premier, je vais voir après, et du coup ce sera des déploiements différents. Okay. Donc, oui. Alors oui, c'est à la fin du rollout, en fait, tous les objets sont remis par Istio et par Argo Rollout comme ils étaient précédemment. C'est-à-dire que pendant le rollout, où en fait on va avoir un patch en fait des virtual services. Mais oui, c'est clean. Que ce soit à la fin du déploiement ou que ce soit dans un rollback, en fait, je reviens bien dans un état stable. Alors, donc tout ça c'est très bien. On a parlé Argo Rollout, on a vu un petit peu comment ça se comportait, comment je l'installais. On a vu quelques YAML, on a vu que c'était sympa, qu'on avait quelques limitations, qu'on peut résoudre certaines de ces limitations avec Istio. Et on arrive sur la partie intéressante. Au final, quels sont les vrais conseils au niveau de l'implémentation d'Argo Rollout? Et là, on va parler du cœur du problème, qui est d'arriver à détecter les déviations comportementales au niveau de nos applications. Je ne reprononcerai pas 2 fois la même phrase, là j'y suis arrivé du premier coup. Alors, là, hop, on va passer. J'ai créé un petit livre qui s'appelle « Le diable se cache dans les détails ». Non, ça c'est une blague, j'écris pas un livre. Par contre, je vais vraiment vous raconter 5 petites histoires. Alors, c'est des petites métaphores, c'est des fables. Et je vais commencer par une histoire qui s'appelle 3-0. Alors oui, il y a une référence au foot, on m'a posé la question 15 fois la semaine dernière, donc pour ceux qui sont nés comme moi il y a longtemps, qui étaient en 98. Alors 3-0, pourquoi 3-0?
Alors, vous avez des copains mathématiciens? Non? Moi, j'en ai pas mal. Ils sont très fiers parce qu'en mathématiques, il y a une notion fondamentale, c'est le zéro mathématique. Donc, ça a permis de faire des tas de progrès, c'est très important, et c'est une valeur mesurable, quelque chose qui représente le rien. Hein. Alors, nous, on est des informaticiens, ou plutôt on fait des mathématiques appliquées, et en mathématiques appliquées, on est beaucoup plus fort. En fait, on a deux autres notions. Alors déjà, on a le nul. Alors le nul, c'est l'absence de quelque chose. En fait, c'est le rien de Heidegger, c'est un philosophe grec. C'est ce qui peut être possible. C'est l'absence de quelque chose, mais quelque part, ça représente une promesse. Et d'ailleurs, en Java, on utilise l'objet promise de temps en temps. Mais c'est pas tout. On a une autre notion du rien, et c'est le void. Vous connaissez le void aussi. Et ça, c'est un rien qui est un peu particulier parce que c'est un rien qui est absolu. Alors là, c'est le philosophe qui s'appelle Parméide. C'est quelque chose où il n'y a vraiment rien à attendre. Et quelque part, comme c'est l'absence d'un potentiel, en fait, vous allez voir, mais c'est un peu particulier, c'est celui-là qui va venir nous poser problème dans Argo Rollout. Alors comme ça, vous dites, il a fumé, il est parti vachement loin. Attendez. On va regarder le void. Alors le problème du void, c'est que quand je vais m'amuser à faire des opérations mathématiques, alors en fait du PromQL, je fais un plus, un moins, alors je peux diviser par void, c'est rigolo. On ne peut pas diviser par 0, mais en fait on obtient void, on n'obtient rien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple vous voulez monitorer l'increase des erreurs 500, mais que votre ancienne version en avait 0, c'est-à-dire votre ancienne version elle était parfaite, il n'y en a jamais. Okay, donc en fait vous n'avez même pas de courbe, vous n'avez rien, vous avez un void. Hein. Et vous allez vouloir comparer, donc soit vous faites un ratio, mais même vous faites moins, et puis vous comparez avec votre nouvelle version. Et même si vous avez un gros pic d'erreur 500, ben vous n'allez pas le voir, parce que vous comparez void avec quelque chose, et en fait vous obtenez void. Voilà. Et donc c'est être complètement aveugle. Et ça c'est un vrai premier conseil, faites très attention. Quand vous définissez en fait vos PromQL, voilà, le néant absolu, c'est quelque chose qui peut vous faire vraiment très très mal. Avec des tas de questions, les gens ne comprennent pas comment on a pu louper ça. Bah, ça arrive, hein, ça arrivé plusieurs fois. J'ai une deuxième petite histoire. Un increase peut en cacher un autre. Elle est très rigolote celle-là. Pour tous ceux qui font des alertings, on n'est pas que sur du rollout. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, j'ai un métrique, donc c'est un métrique simple. Il passe de la valeur 17, il monte à 18 à minuit 30 et à 19 vers 1h30 du matin. On est super simple. Je m'amuse juste à regarder son increase sur une période d'1 minute. Voilà. Et je vois la chose suivante. En fait, je vois bien à minuit 30 un increase, mais au lieu d'avoir 1, j'ai 2. Et pire, je regarde ce qui se passe à 1h30 du matin, et là, j'ai rien du tout. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, il y a un gros bug. Et en fait, non, c'est pas un bug, c'est quelque chose qui s'explique tout à fait. Et il y a un gars, le pseudonyme de ce gars, c'est Free. Hein, il s'appelle vraiment Free. Et il a vraiment tout compris. Il a fait une très bonne explication, je vous recommande d'aller lire. Là, je pompe lâchement, mais les trucs qui sont bien faits. Ça expliquait de la manière suivante. Alors, dans mon cas, ici, hein, celui que je vous ai présenté, j'ai une capture au niveau PromQL toutes les 30 secondes. Et vous avez vu, j'ai mis un intervalle toutes les minutes. C'est ce que j'ai mis juste avant. Concrètement, je vais vouloir sélectionner 2 points par 2 points. C'est ce que va faire Prometheus quand il va essayer de faire l'increase. Il va venir sélectionner les 2 premiers points ici. Donc là, j'ai un plus 1. Les 2 suivants, etc. etc. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on voit. Sauf que ici, comme je sélectionne 2 points, en fait, j'ai une durée de 30 secondes entre les 2 points. Donc je vais faire ce qu'on appelle une extrapolation. Alors l'extrapolation, pour passer de 30 secondes à 1 minute, je vais multiplier par 2. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez le premier increase à 2. Alors jusque-là, tout va bien. Ce qui est un peu plus embêtant, ça va être quand on va shifter le point initial. On va voir ce qui se passe. Je pars du deuxième point. Et là, c'est une question de probabilité. Donc là, j'ai 0, 0, etc. Et donc oui, quand vous allez sélectionner une période trop proche en fait, de votre période de détection, mais en fait, vous allez avoir ce genre de comportement, et ce n'est pas des comportements rares, hein, c'est des comportements très fréquents. Et c'est un petit peu dommage, parce que là, tout le monde se dit, waouh, en fait, ouais, il faut pas. Alors, on a tendance à vouloir détecter les choses très vite, il faut faire très attention à ne pas descendre trop bas. Et ça, c'est vraiment très important. Donc là, on a beau extrapoler par 2, on tombe à 0. Je vous ai mis l'exemple avec 3 points, c'est-à-dire là, j'augmente un petit peu la durée. Au lieu de dire 1 minute, je passe à 1 minute 30. Voilà. On s'aperçoit que là, ça va un petit peu mieux. Je détecte bien 3 increases. Je vais faire avoir une extrapolation ici de 1,5 parce qu'en fait j'ai 3 points et je vais extrapoler pour avoir pour repasser en fait à 4 points. Et là en fait si je fais la somme, je tombe bien sur une increase de 4,5. C'est pas encore parfait parce que c'est pas 4,
mais c'est mieux. Et donc, vrai conseil, faites attention à vos managers qui disent hey, on a une détection de 30 secondes et on va détecter à la minute, ça va être génial. Ce n'est pas génial du tout. Ne le faites pas. Détectez au moins sur 4 fois la période de détection. C'est un vrai conseil. Moi, je monte même sur x6 dans les conseils. Alors, j'ai une autre petite histoire. Le temps n'est pas un input. Alors, j'avais un deuxième titre qui s'appelle « Pourquoi les opérateurs désactivent-ils les alertes à Noël ?» Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est un super métrique, celui-là, c'est le nombre de réservations sur le système Amadeus. Bon, c'est faux, hein, c'est un fake. J'ai un low peak, donc la nuit, et puis j'ai un high peak en pleine journée, parce que les gens, ils aiment bien réserver quand ils sont réveillés. Et globalement, j'ai mon métrique, je vois qu'il évolue. J'ai une espèce de porteuse sur le. Donc c'est en gros les inputs moyens que je reçois. Voilà. Et si je veux analyser ça, j'ai une variabilité qui est trop élevée. Je ne sais pas où mettre mes ratios. Hein, quand je veux dire ça monte au-dessus, hein, quelque chose de pas bien, ou que ça descend en dessous. Donc je ne vais pas faire ça, je vais faire disparaître le temps. Alors pour faire disparaître le temps, la méthode la plus simple, c'est de faire une division. Je vais diviser les deux courbes ici, et je vais obtenir un ratio. Et je suis ravi, parce que le ratio, c'est la courbe verte que vous voyez là. Et celle-ci, elle est géniale, parce qu'en fait, comme on n'a plus la notion temporelle, en fait, je vais pouvoir mettre un threshold légèrement au-dessus, légèrement en dessous, et puis je suis très content et ça va bien se passer. En fait, c'est un mensonge, ça ne va pas bien se passer du tout. Pourquoi? Parce que là, il y a un opérateur qui va venir, il dit t'as prévu Noël? Pourquoi Noël? Parce qu'à Noël, en fait, le trafic il va baisser un petit peu. Alors, je baisse le trafic volontairement, je vous ai fait une animation, et je vous recommande de regarder ce qui se passe au niveau de la courbe verte. Voilà. Alors, tout va bien, tout va bien. Et à partir d'un moment donné, en fait, on va s'apercevoir que en fait, ça va un peu moins bien. Ça va un peu moins bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on va diviser par quelque chose de petit, et là en fait on arrive à 0 au niveau du trafic, et plus en fait on va augmenter la variance intrinsèque de ma courbe verte. Voilà, et ça c'est terrible. Et à cause de ça, en fait, quand on a des périodes vraiment avec peu de trafic, on se retrouve à devoir désactiver des alertes. Donc le conseil vraiment, ne divisez jamais par epsilon. Hein. Il y a d'autres techniques, vous pouvez faire des moins plutôt qu'une division dans ce cas-là. Il y en a qui le font. Pascal. Non, c'est bien en plus. Voilà, donc faites très attention. Bien sûr, si vous avez du trafic qui reste, il n'y a pas de souci. Donc, mais faites attention au zéro. Et voilà. Et alors, pour ceux ce soir qui veulent tester, alors je vous ai mis les formules mathématiques. En fait, vous prenez le chiffre 2,5, vous le baissez. Qui va faire ça ce soir? Ouais, mais vous pouvez si vous voulez. Voilà, vous avez le slide. Il y a pire après. Alors, les découvertes rares. Alors, on en revient sur un de vrais problèmes. J'ai toujours mes erreurs 500 et j'ai pas vraiment de solution parce que je peux pas diviser par 0. Donc j'ai des erreurs 500 un petit peu sporadiques. Alors ça arrive sur des systèmes parce que je peux avoir des erreurs réseau qui sont transientes, je peux avoir des nœuds qui tombent, etc. Bon, je veux quand même réussir à trouver un bon threshold. Et là, du coup, alors écoutez bien, elle est imparable. J'ai une technique. Si vous voulez détecter sur une intervalle de 10 minutes, en fait, la bonne valeur là, mettre dans les ratios, la réponse elle est toute simple. C'est 2. Alors d'habitude c'est là où je bois un verre d'eau, mais je suis un peu en retard, alors je vais me dépêcher, je ne vais pas boire le verre d'eau tout de suite. C'est un mensonge, hein, c'est une blague. Faut pas faire ça. Alors là c'est la partie un petit peu où les gens d'habitude ils partent de la salle. Donc je ferme la porte, ouais, c'est pas grave, je vais la laisser ouverte. On va faire un tout petit peu de mathématiques. Alors il y a des outils mathématiques qui permettent de le faire, je vais expliquer pourquoi après, tu peux prendre la photo. Ce que vous avez devant les yeux, c'est la loi de Poisson. Ça permet de savoir la probabilité qu'un événement arrive 4 fois, par exemple, dans un intervalle de 10 minutes. Alors, ouais, ça pique un peu, mais vous avez tous fait des études, on ne s'en rappelle plus, moi non plus, vous inquiétez pas. Alors, en gros, comment on utilise ça? Parce que du coup, j'ai mis une grosse formule, mais en pratique. Alors, on a un métrique, par exemple, HTTP erreur, je veux savoir comment mettre mon ratio sur les erreurs 500. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer de connaître un petit peu l'espérance dans les 10 minutes. Donc je vais regarder sur une période de 48 heures, je vais faire une petite division et je trouve que en moyenne en 10 minutes, je suis censé en avoir 0,0382. Voilà, ça s'appelle l'espérance en mathématiques. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais désespéré quand je voyais ça. Alors, en pratique, ce qu'on va faire, c'est que pour l'utiliser, dans le Poisson, ça s'appelle la fonction de masse qui donne la probabilité. On part sur une fonction de répartition. Et après, en fait, on va monter en puissance
Alors c'est une blague, je la passe très vite cette slide, j'arrête, c'est promis, j'arrête. Au final, ce qu'on veut, c'est que la déviation, en fait, on arrive à éviter les cas d'erreur au moins 144 fois consécutivement. D'accord. Donc, vu que la loi de Poisson me donne une probabilité qu'un événement arrive, en fait, ce que je vais chercher, c'est que cette probabilité, en fait, je vais venir la calculer sur la durée complète de mon rollout. Là, j'ai choisi 24 heures, j'ai fait exprès. Mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le faites, en fait, vous obtenez 2, qui était le tour de magie avant, celui-là. Mais vous obtenez aussi la probabilité. Si vous décidez de partir sur 0, si vous faites une détection en disant, voilà, la première heure 500, je fais mon rollout, la probabilité que vous arrivez à faire un rollout de 24 heures, elle est de 0,4%. Si vous décidez de mettre un ratio de 1, en fait, vous avez une chance sur 10 de vous planter. Donc vous allez avoir 10% de vos rollouts qui vont venir partir en cas d'erreur. Par contre, si vous prenez 2, en fait, la probabilité elle tombe ici. Alors, tout ne respecte pas la loi de Poisson, bien sûr. Mais pensez à le faire. Voilà, il y a des outils qui arrivent, qui existent, et ça permet d'automatiser. Alors, le vrai message, il est là. Là, c'est une petite recette. Alors, elle marche vraiment sur les événements rares. Ça fonctionne assez bien, hein, sur les erreurs 500. Donc, vous pouvez voir les slides après, puis vous pouvez appliquer directement les formules. Ça marche pas trop mal. Si vous arrivez à déterminer des ratios d'une façon un peu plus propre que juste avec de l'intuition, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir automatiser ça. Parce que vous pouvez, là, c'est vraiment le tour de magie. Hein. Vous donnez votre graphe et paf, vous avez 2. Hein, du coup, vous avez un processus automatique qui va mettre 2 au niveau de votre analyse template. Et du coup, je m'excuse. Hein. Mais je vous avais dit qu'il y aura un petit peu de mathématiques. Non, je l'avais caché. OK. Alors, dernière petite histoire, on a fini après. Les rollouts ne sont pas faciles à observer. Donc ça, c'est une autre chose dont on s'est rendu compte. Aujourd'hui, en l'état, les dashboards qui sont fournis par ArgoRollout sont très bien. Et ils sont faits par la communauté, je le redis. Donc c'est pas... néanmoins, je ne suis pas le seul à le penser. Vous trouvez aussi des rapports sur Internet. Lorsque vous avez beaucoup de rollouts à faire en parallèle, ça peut être un peu compliqué. Donc, par exemple, si on a 4 stacks, qu'on a 4 produits, en fait, ça fait 16 rollouts potentiellement réalisés en parallèle. Et ce qui se passe, en fait, ça va être la façon. On va vouloir naviguer dans la UI. Donc voilà comment ça peut apparaître au niveau d'Argo CD, par exemple. Alors je vois ici que j'avais des erreurs sur un experiment, mais je ne sais pas si c'est le dernier. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été lancé. J'en vois un qui est vert, mais je ne sais pas si ça correspond à mon statut actuel vert ici, parce que ce n'est pas forcément ordonné. Et puis vu que je dois en regarder 16, ben en fait je regarde le deuxième, je m'aperçois que ce n'est pas ordonné pareil. Et puis je continue comme ça. Et quand je dois vraiment monitorer beaucoup en parallèle, j'ai pas le petit bip de Windows, je voulais le rajouter, mais j'ai pas eu le temps. Ça peut être un peu pénible. Alors voilà, nous on essaie de travailler sur une observabilité, ça reste important l'observabilité. Pour arriver à un peu mieux sûr. Alors, ça, c'est des propositions. On essaie de collecter des requirements. Pourquoi pas pour pouvoir travailler avec l'open source community aussi, pour proposer quelque chose qui permet de suivre un petit peu mieux les rollouts. Voilà. Donc, par exemple, avoir un accès direct à la date, savoir l'ordre exact avec le numéro des rollouts, avoir un accès direct à mes PromQL, Thanos, etc., pour que je puisse regarder les courbes pour débugger. Lorsque je suis en cours de rollout, de voir exactement la progression. En gros, rassurer les opérateurs, parce qu'un opérateur rassuré, c'est mieux quand même. Voilà. Allez, ben, la présentation est à peu près finie. J'ai passé beaucoup de messages, parfois sous la forme de blagues. Je vais quand même les relister très rapidement pour vous. Alors, ils sont classés en 4 familles. Stratégie, ce qu'on appelle la maturité opérationnelle, l'hygiène opérationnelle. Quoi faire pour avoir des canaries qui sont d'une bonne précision. Et enfin, attention, ce que vous devez savoir au niveau des manipulations mathématiques, si vous voulez faire des analyses un petit peu péchues qui marchent bien. On commence par la stratégie. Alors, voilà, définissez ce que vous voulez détecter avant. Quand vous faites un rollout, c'est pas de la magie. Vous devez avoir quelqu'un qui vient vous dire, ok, moi en moyenne, je souhaite que ton application se déploie au maximum 1 heure. Alors de temps en temps, ça peut être 24 heures sur des grosses releases. Vous devez avoir cette période. Pourquoi? Parce qu'en fonction de cette période, en fonction de l'observabilité que vous avez, vous allez pouvoir détecter des choses ou pas. Donc c'est très important parce que ça vous évite d'avoir des managers qui ne comprennent pas. Ils disent vous avez implémenté rollout, mais du coup ça ne marche pas. Non, c'est parce que le rollout il n'a pas duré assez longtemps. C'est parce qu'en fait il manque de l'observabilité. Donc les requirements sont très importants. Assurez-vous d'avoir des dashboards qui sont clairs. Le rollback, la petite brouette en en arrière, c'est automatique. Mais si personne n'est au courant et que ça se passe dans la nuit, le matin, vous ne savez pas que vous avez eu un rollback. Donc il y a des gens qui peuvent être surpris, vos clients en premier. Donc si vous implémentez Argo Rollout, pensez à avoir des notifications, que ce soit bien clair pour vous, pour vos opérateurs et pour vos clients. Au niveau hygiène, donc maturité opérationnelle. Alors, assurez-vous d'éviter les conflits.
entre Argo Rollout et, voilà, et Argo CD notamment. Vu qu'on va gérer les réplicas, il y a deux objets en fait qui vont être gérés par les mêmes, par deux aspects concurrents. Pensez à passer vos réplicas à 0 dans le déploiement. C'est ce que j'avais dit au tout début, sinon vous pouvez avoir des conflits. Dans Argo CD, vous pouvez mettre des ignore. Vous pouvez ignorer certains champs pour éviter que ça soit détecté et que vous ayez des pods qui bootent, parce que ça va vous causer des soucis. Évitez les race conditions. Attention, si vous décidez de soumettre les analysis templates en même temps que votre rollout, faites attention de vous assurer que l'ordre soit connu. Parce que si vous avez une dépendance entre les deux, je fais un rollout avec une stratégie qui est dépendante d'un analysis template. Si vous déployez bêtement, avec Argo CD par exemple, vous ne savez pas lequel va être présent en premier. Et ça va déclencher le rollout et vous ne saurez plus contre quelle version de l'analysis il va tourner. Là aussi, quelques surprises, donc faites attention à ça. Faites vos procédures d'alerte et de rollback. Au niveau précision, démarrez avec suffisamment de trafic. Comme j'ai dit, ça ne sert à rien de démarrer trop bas si vous n'êtes pas capable de détecter ce que vous faites. Essayez d'isoler vos clients si c'est possible. Ça vous permet de démarrer plus vite, de connaître la personne que vous allez impacter. Donc, si vous pouvez le faire, si vous êtes ce que j'appelle piqué ou isolé, vous avez de la chance, tant mieux. Sinon, si vous avez Istio, essayez de faire du routing customer. Enfin, si vous voulez intégrer avec un ingress pour pouvoir fine-tune les pourcentages de trafic, d'éviter d'avoir un step minimum à 25% qui est pour le coup un peu trop. Voilà. La solution, c'est l'ingress controller. Voilà. Si vous avez des applications qui sont des modules d'administration sur lesquels vous n'avez pas de trafic, alors mettez un job à côté, injectez un minimum de trafic au moment du déploiement. Vous pouvez le faire avec un side container, bien sûr, mais le side container, il va se démarrer à chaque fois que vous bootez. Là, en fait, si c'est juste sur un déploiement, vous pouvez l'intégrer directement en tant que job. Utilisez des experiments, ça vous évitera d'avoir des problèmes de détection des dépendances. Quand une dépendance vous fait planter le rollout alors que ce n'est pas votre faute. Ça peut être très frustrant. Les expériments sont une solution. Séparez le mid-term du long-term monitoring. Il y a des choses que vous voulez détecter en 10 minutes, par exemple un increase soudain des erreurs 500, et puis il y a des choses comme les performances où si vous avez un fois 20%, enfin si vous avez un increase de 20%, potentiellement vous pouvez attendre 45 minutes pour le détecter. Et des fois c'est mieux parce que si vous attendez 45 minutes, vous prenez une moyenne sur 45 minutes, vous allez avoir une variabilité beaucoup plus bien meilleure. Donc ça vous permet de faire... Donc n'hésitez pas, vous pouvez avoir des analyses court terme et des analyses long terme, c'est pas la même chose. Ça vient des SLA qu'on a dit avant. Si vous avez 1 heure, faites des analyses 10 minutes en 10 minutes, et puis une au bout d'1 heure. Ce sera plus efficace. Au niveau des maths, le train peut encacher notes, c'est très important. Faites attention à votre période de détection. Oh, pardon. Hop. Si vous comparez par rapport à des choses qui sont nulles, alors une solution, c'est de bootstrapper la valeur des métriques à 0. Ça vous évite, parce que vous n'aurez jamais des courbes vides. Donc, si vous avez des courbes vides, vous changez un petit bout de code et vous faites en sorte d'avoir toujours un nombre. Ça sera mieux. Essayez d'appliquer un petit peu de mathématiques si vous pouvez, si vous avez des analystes chez vous, vous leur envoyez un mail, vous les embêtez un peu parce qu'ils ont tendance à dormir dans leur coin, vous les faites venir, c'est sympa de discuter un peu avec eux, au moins sur ça. Et enfin, faites tout ce que vous pouvez globalement pour réduire la variance de vos métriques. Donc vous travaillez avec des ratios, vous faites attention par contre aux divisions par 0, on les a vues avant, ça c'est pas efficace. Voilà. Puis quelques conseils. N'utilisez jamais iRate. iRate compare seulement 2 points Prometheus. Donc tout ce qui est, j'ai utilisé des fonctions qui vont me permettre de détecter les choses très très vite. Alors, globalement, méfiez-vous. Si vous savez exactement ce que vous faites, faites-le, mais sinon méfiez-vous, vous allez augmenter la variance. Voilà. Donc en conclusion, nous côté Amadeus, on est très content des rollouts. Donc ça permet effectivement de limiter les incidents. Parce qu'en fait, on se retire doucement avant que le client se rende compte que quelque chose ne va pas. Et ça, c'est très bien au niveau des rollbacks automatiques. Ça nous a permis aussi de faire des progrès au niveau de la détection. Donc là, au niveau des analyses, en fait, on travaille sur l'analyse, on travaille sur le checkout. C'est peut-être le point le plus important. On a enfin un moyen de définir de manière standard ce qu'on appelle l'application checkout. Je l'ai dit en introduction. C'est quelque chose de très important. Et sachez que si vous voulez utiliser des analyses à l'extérieur de vos déploiements, vous pouvez aussi. Vous allez pouvoir avoir des analyses run qui tournent de manière régulière. Ça peut être aussi une recommandation. C'est une façon en fait d'avoir une meilleure observabilité globalement sur votre système. Et puis c'est du YAML, et puis il y a une communauté, et puis c'est à peu près clair la façon dont on doit faire les choses. Donc on n'est pas perdu quand on fait ça.
un peu sur les fonctions mathématiques parfois, mais globalement, ça se passe quand même très bien. Et globalement, on augmente la confiance avec les opérateurs. Ça a été le cas. Voilà, donc je rends hommage aussi aux gens qui ont vraiment bossé, parce qu'il y en a qui font les offres sur scène, puis il y en a qui font vraiment l'implémentation. J'ai embêté Pascal un peu, puis son équipe. Sylvain n'est pas là, il a décidé d'aller voir une presse, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette présentation, elle vous a plu. Voilà, il y a un petit côté pénible, puis il y avait un petit côté pratique, un petit côté discovery. On a essayé de pas trop faire souffrir nos canaris, il y en a qui sont morts quand même, mais ça va, ils nous en veulent pas et puis ils sont virtuels. Alors voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous renvoie la doc vers Argo Rollout si vous souhaitez la consulter. Le feedback qui est le deuxième QR code ici. Et puis encore merci d'être venu malgré le titre un peu boring de la présentation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je suis libre pour des questions. Je ne sais même pas à quelle heure il est. Oui. Alors effectivement, alors je pense qu'Argo Rollout est un petit peu limité au niveau de son objet aujourd'hui. Alors je vais te répondre honnêtement. Il est possible que ça marche en référençant un stateful set, mais je ne peux pas en être sûr aujourd'hui, il faut que je regarde. Je sais qu'il y a des limitations aujourd'hui au niveau d'Argo Rollout. Il y a d'autres solutions aussi qu'Argo Rollout. J'ai parlé d'Argo Rollout aujourd'hui, hein, mais il y en a d'autres. Il y a Captain, il y a des choses avec Harness. Voilà. Globalement, tous les principes que j'ai dit là, voilà, il y a une partie de la présentation qui marche quand même hein, avec les concurrents. Mais au niveau des stateful sets, ouais, peut-être tu vas être un petit peu bloqué. Ouais, je sais pas, je vais passer dans les... hop, alors je m'arrête au plus près. C'était juste pour savoir si c'était possible de faire des rollouts qui concernent plusieurs déploiements. Alors, en principe, en rollout référence un déploiement. Maintenant, au niveau des analyses run que tu vas faire, tu peux éventuellement... Alors, le souci, c'est que le rollout, en fait, dans le workload ref, tu vas référencer un déploiement. Donc, le processus de rollout va bien se déclencher à chaque fois que tu travailles sur un déploiement. Si tu fais 2 déploiements en même temps, tu peux éventuellement balancer en fait, une stratégie d'analyse. L'essentiel, ça va être pour toi de faire en sorte que le trigger se trigger sur les 2 déploiements parallèles. Alors, c'est pas quelque chose que j'aurais eu l'idée initialement. L'idée, c'est quand même vraiment de monitorer chaque déploiement les uns indépendamment des autres. Alors, je pense que tu peux t'en sortir en essayant de travailler sur un trigger unique. Derrière, j'aurais plutôt tendance à faire des analyses run globales, donc qui monitorent un ensemble d'applications ou de microservices, et essayer d'avoir les analyses run qui tournent de manière régulière, parce que ça peut t'aider aussi à avoir un alerting. Donc, je garderai un... Alors, après, voilà, les canaris, on n'en voit pas beaucoup, hein, réellement. Enfin, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup chez vous. Chez nous, en fait, on essaie de monter en charge. Mais voilà, il y a des discussions intéressantes. On peut s'appeler, on peut échanger aussi. Je peux laisser mon mail si tu veux. On peut en discuter de ta question. Oui. Non, je vais courir un peu. C'était pour revenir sur le côté prédictif des déploiements, entre autres sur l'ordonnancement entre l'analyse template et la stratégie. Est-ce que les sync-wave de Argo CD peuvent aider justement à résoudre ce problème-là? Alors tout à fait. Alors, je ne l'ai pas dit, mais oui, il y a des outils dans Argo CD qui permettent en fait de s'assurer que des déploiements aient lieu les uns après les autres. C'est un peu la conclusion, c'est très bien. Je te remercie, j'avais pas trop le temps pendant la presse. Donc oui, hein, on contrôle l'ordre des déploiements en utilisant les sync-wave, notamment dans Argo CD. C'est une très bonne chose. Et pensez-y si vous introduisez une dépendance entre donc, votre rollout et votre analyse. C'était là. Je te laisse te déplacer un peu. Et, je pense qu'on arrive au bout du temps aussi. Alors moi en fait j'ai 2 questions en une. La première c'est en parlant des ingress controllers, on a une présentation à propos de l'API Gateway de Kubernetes qui arrive. Donc je voulais savoir déjà est-ce que c'est compatible, est-ce que Argo Rollout est compatible avec? Et je me retrouve juste la deuxième question, c'est au moment où on fait le blue-green test, on peut mettre des scripts de vérification. Est-ce qu'on peut par exemple plugger une intelligence artificielle pour faire des vérifications à la place d'un script classique? C'est deux questions incroyables. Alors,
Oui, alors c'est Istio qui va être compatible avec la Gateway API. Parce qu'en fait, c'est lui l'ingress controller. Et donc Istio fait partie en fait, des technologies qui sont compatibles avec la Gateway API. Ça dépend quelle partie, mais en gros, à 80% c'est compatible, donc tu vas t'en sortir. Pour la deuxième question, ça tombe très bien. En fait, on est en train de penser, non pas, alors les LLM, on en entend beaucoup parler, mais il y a autre chose que des LLM. Hein. Donc notamment, est-ce qu'on peut avoir un copilote opérationnel à un moment donné qui viendrait nous aider au niveau intelligence artificielle à faire la corrélation de graphes? Il y a des solutions qui existent, il y a des études qui vont être lancées chez nous, et définitivement, c'est quelque chose qu'on aimerait regarder, parce que déjà comme ça, on ne fait pas du LLM, parce qu'on en a marre. Hein. Et alors, je ne vais pas te répondre aujourd'hui parce que les études, elles commencent tout juste. Il y a des solutions, notamment Microsoft Fabric, qui contient un petit, à l'intérieur de la solution Microsoft, il y a quelque chose qui permet effectivement de corréler des graphes. Et tout à fait. En fait, c'est vraiment la prochaine étape, c'est celle-là. Du coup, je te remercie pour la question et j'y réponds pas. Mais je te remercie. Ouais, c'est fini. Voilà. Je passe pour les canards.